Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session spéciale consacrée à la communication sur le progrès ou COP. Je suis Nomilène Delovu, chef de projet Intégrité des affaires et reporting au Pacte mondial, et je suis accompagnée aujourd'hui par mon collègue Émile Ezedine, qui vous présentera plusieurs questions relatives aux droits humains, aux droits du travail et à l'environnement. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session spécialement conçue pour les PME et les ETI. Notre agenda aujourd'hui sera consacré à quatre sections. Donc, la première section parlera de voilà, l'introduction, pourquoi cette session. Puis ensuite, nous regarderons les clés pour réussir votre COP 2026. Et enfin, par la suite, les questions fréquentes sur les sections de gouvernance, droits humains et travail, environnement, lutte contre la corruption dans la COP. Et finalement, nous irons dans notre conclusion. Donc, pour commencer, pourquoi cette session? Nous savons bien que la communication sur le progrès peut parfois sembler impressionnante, hein, en particulier lorsque l'on remplit pour la première fois ou lorsque l'on est une PME ou une ETI avec des ressources limitées. L'objectif de cette vidéo est justement de vous rassurer, de vous donner des clés de lecture très concrètes pour répondre aux questions qui suscitent le plus d'interrogations. Nous n'allons pas passer en revue l'intégralité du questionnaire. Nous avons sélectionné les questions qui reviennent le plus souvent lors de nos échanges avec les entreprises, celles qui nécessitent parfois quelques explications supplémentaires ou qui méritent d'être replacées dans leur contexte. Donc, pendant cette session, nous allons essayer de répondre à trois questions très simples. Pourquoi cette question est-elle importante? Autrement dit, pourquoi le pacte mondial vous la pose? Donc, comprendre ce qui est réellement attendu derrière les principales questions de la CEP. Ensuite, on va regarder qu'attend exactement le pacte mondial. Nous reviendrons sur ce qui est réellement demandé sans surinterpréter la question. Donc, adaptez vos réponses à la réalité d'une PME ou d'une ETI. Ensuite, on regardera comment une PME ou une ETI peut y répondre à ces questions. Donc, nous illustrerons les réponses avec des exemples concrets adaptés à des entreprises de taille PME et ETI. Et enfin, nous partagerons des conseils pratiques ou des erreurs fréquentes à éviter issues des questions qui nous sont régulièrement posées. Notre ambition n'est pas de répondre à votre place, hein. Bien sûr, chaque entreprise est différente. En revanche, nous souhaitons vous donner suffisamment de contexte pour que vous puissiez répondre sereinement et de manière fidèle à votre réalité. Donc, pourquoi une session spéciale PME et ETI? Cette session est volontairement pensée pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les ETI, parce qu'il est parfois facile de penser que certaines questions de ce questionnaire ne concernent que les grands groupes. Ou encore qu'il faut disposer d'un département RSE, d'une équipe conformité ou de nombreux comités internes pour pouvoir répondre oui à certaines des questions dans cette CEP. En réalité, ce n'est pas du tout l'esprit de la communication sur le progrès. Le pacte mondial applique un principe de proportionnalité. Autrement dit, les attentes doivent être comprises au regard de la taille de votre entreprise, de vos ressources, de votre secteur d'activité et de vos principaux risques. Donc, une PME familiale de 20 salariés, par exemple, ne sera évidemment pas organisée comme un groupe coté en bourse. Et c'est parfaitement normal. Ce qui compte avant tout, c'est de montrer votre progression, les démarches que vous mettez en œuvre. Maintenant qu'on a vu cela, on peut passer à la section sur les clés pour réussir votre COP 2026. Mais d'abord, quelques rappels importants sur la COP, hein, avant de rentrer dans les détails des questions, quelques rappels peuvent être utiles. La communication sur le progrès constitue le principal mécanisme de redevabilité du Pacte mondial des Nations Unies. Chaque année, les entreprises participantes rendent compte des actions mises en œuvre pour intégrer les 10 principes du Pacte mondial dans leur activité, ainsi que leur contribution aux ODD, soit les objectifs de développement durable. La COP n'est donc pas un exercice de communication, ce n'est pas non plus un audit. Il s'agit avant tout d'un exercice de transparence et d'amélioration continue. Il n'est pas attendu que toutes les entreprises soient au même niveau de maturité. Au contraire, le Pacte mondial cherche à comprendre où vous en êtes aujourd'hui afin de mesurer votre progression dans le temps. C'est pourquoi nous vous invitons toujours à répondre avec honnêteté. Si une démarche est en cours de déploiement, il est tout à fait acceptable de refléter cela dans vos réponses. Alors, quelques conseils avant de commencer de remplir votre COP. Donc, avant de vous connecter à la plateforme, nous souhaitons voilà, partager quelques conseils issus des retours d'expérience de nombreuses entreprises. Le premier conseil
et de ne pas remplir la COP seule. Les informations demandées concernent souvent plusieurs métiers, hein. Par exemple, les ressources humaines, les achats, la direction, la conformité, l'environnement, les finances ou encore les équipes juridiques. Nous vous recommandons donc de mobiliser dès le début toutes les personnes concernées. Deuxième conseil, utilisez les modèles PDF ou Excel mis à disposition par le Pacte mondial. Ils permettent de préparer les réponses en interne avant de les saisir sur la plateforme. Attention cependant, ces fichiers servent uniquement de modèle de préparation. Ils ne peuvent pas être déposés directement comme réponse sur la plateforme. Donc, toutes les réponses doivent être ensuite saisies sur la plateforme de communication sur le projet. Ensuite, troisième conseil, n'attendez pas les derniers jours. Certaines données nécessitent parfois plusieurs validations internes, donc il faut commencer suffisamment tôt afin d'éviter beaucoup de stress de dernière minute. Et enfin, un dernier conseil, n'hésitez pas à nous solliciter. Notre équipe est là pour vous accompagner. En cas de besoin, en cas de doute, on est vraiment disponible, notamment à l'adresse mail contact@pactemondial.org. Puis un dernier point, hein, c'est important de vous rappeler que, comme je le disais, que vous n'êtes pas seul. Plusieurs ressources sont disponibles sur nos plateformes, sur notre site. Par exemple, on a le guidebook COP 2026 qui explique chaque question de façon détaillée. On a la FAQ officielle, une FAQ de notre siège du Pacte mondial, mais aussi une FAQ qui a été développée par le Réseau France, notamment. On a l'outil de visualisation des données qui vous permet de comparer vos réponses à celles des autres entreprises. Et bien sûr, comme je vous le disais, l'équipe du Pacte mondial reste disponible pour répondre à vos questions tout au long de votre préparation. On a aussi quelques replays de sessions, notamment celle-ci, auxquelles vous pouvez avoir accès, ou d'autres qu'on a pu faire avec notre siège, notamment Agathe Petit. Donc voilà, nous allons maintenant entrer dans le vif Nous allons maintenant aborder les questions relatives à la gouvernance. Ces premières questions permettent de comprendre comment votre entreprise pilote ses enjeux de développement durable. Là encore, pas d'inquiétude, les attentes du pacte mondial sont proportionnées à la taille de votre entreprise. Une PME ou une ETI n'est pas censée avoir la même organisation qu'un grand groupe. Pour chacune des questions, nous allons répondre à 4 points. Pourquoi cette question est importante? Ce qu'attend exactement le pacte mondial? Comment une PME ou une ETI peut y répondre? Et enfin, un conseil pratique ou une erreur fréquente à éviter. Donc, si on commence directement avec la question G3.1, cette question concerne la gouvernance des enjeux de développement durable. Donc, pourquoi cette question est importante? Le développement durable ne repose pas uniquement sur les politiques ou des engagements. Pour être réellement intégré dans l'entreprise, il doit être piloté. Cette question permet donc de comprendre si les enjeux ESG font l'objet d'une supervision stratégique et si quelqu'un est clairement responsable de leur suivi. Donc, le pacte mondial souhaite savoir si votre entreprise dispose d'une structure officielle ou d'un mécanisme permettant d'assurer cette supervision. Il peut s'agir d'un comité dédié, mais ce n'est absolument pas une obligation. Ce qui compte, c'est qu'il existe un responsable ou une responsabilité clairement identifiée. Donc, une PME, une ETI peut y répondre à travers d'une supervision qui est souvent assurée par le dirigeant lui-même, mais ça peut être un référent RSE, QHSE, un responsable RH ou encore le comité de direction lorsque ces sujets sont abordés régulièrement. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un comité ESG formalisé pour répondre positivement à cette question. Au niveau des conseils pratiques, nous, on voit une erreur fréquente qui consiste à penser que cette question est réservée aux grandes entreprises. Au contraire, le pacte mondial applique un principe de proportionnalité. Une gouvernance simple, mais clairement définie, est tout à fait adaptée à une PME. Si on passe à la question suivante, la G4 sur l'identification des risques, on voit que cette question est importante parce qu'une entreprise ne peut agir efficacement que si elle connaît les principaux risques auxquels elle est exposée. Cette question permet donc de comprendre si votre entreprise a mis en place une démarche pour identifier, évaluer et traiter les risques liés aux enjeux de développement durable. Le pacte mondial ne demande pas une cartographie des risques extrêmement sophistiquée. Il souhaite simplement savoir si votre entreprise dispose d'un processus, même simple, permettant d'identifier ses principaux risques ESG. Cela peut être une revue annuelle des risques, un échange avec les équipes, un exercice réalisé dans le cadre d'un bilan carbone, une revue des fournisseurs ou encore une analyse menée dans le cadre d'une démarche qualité. L'important est de pouvoir expliquer comment vous identifiez vos principaux risques. Attention par contre à ne pas confondre un risque et un incident. La question porte bien sur votre capacité à anticiper les risques et non uniquement à réagir lorsqu'un problème survient.
Quand on passe à la question G5 sur la diligence raisonnable, on peut situer ça au fait que ça fait plusieurs années que la diligence raisonnable est devenue un principe clé des standards internationaux. Elle vise à encourager les entreprises à prévenir leurs impacts négatifs sur les personnes, l'environnement et l'intégrité des affaires. Donc, le Pacte mondial souhaite savoir si votre entreprise dispose d'un processus lui permettant d'identifier, de prévenir, d'atténuer et de suivre les impacts négatifs liés à ses activités ou à sa chaîne de valeur. Autrement dit, il s'agit d'une démarche de prévention. Pour une PME, cette démarche peut comprendre une évaluation des fournisseurs, des clauses contractuelles, quelques vérifications avant d'entrer en relation avec un partenaire, des échanges avec les principaux parties prenantes ou encore un suivi de certains risques identifiés. L'approche doit être adaptée à la taille de votre entreprise et aux risques auxquels vous êtes exposé. Un conseil pratique, beaucoup d'entreprises pensent que la diligence raisonnable est réservée, encore une fois, aux grands groupes. Ce n'est pas le cas. Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche proportionnelle. Quand on passe à la question G9, qui parle de la composition de l'organe de gouvernance, cette question est importante parce qu'elle permet de mieux comprendre la composition de votre organe de gouvernance et d'améliorer la transparence sur son fonctionnement. Le pacte mondial vous demande d'indiquer le nombre d'administrateurs exécutifs, non exécutifs et le cas échéant indépendants. Si vous avez un doute sur la définition de exécutif, non indépendant, vous trouverez toujours les indications dans le guidebook COP qui vous permettent de définir exactement ce qu'on entend par ces différents niveaux d'administrateurs. En France, toutes les entreprises ne disposent pas d'un conseil d'administration. Selon votre forme juridique, il peut s'agir d'un président, d'un gérant, d'un conseil de surveillance ou d'un autre organe exerçant la gouvernance la plus élevée. Si certaines ne s'applique pas à votre entreprise, vous pouvez simplement renseigner zéro. Donc, conseil pratique, n'essayez pas de faire correspondre votre gouvernance au modèle d'une société cotée, d'une entreprise qui est cotée en bourse, par exemple. Donc, la COP tient compte des différentes formes de gouvernance qui existent déjà. Puis la question G11 sur la répartition des genres. Cette question contribue au suivi de la diversité des instances dirigeantes et permet de mesurer le progrès réalisé au fil des années. Donc, le pacte mondial vous demande de renseigner la répartition des genres parmi les cadres dirigeants ou les fonctions équivalentes. Il s'agit bien d'un pourcentage. Dans les petites structures, les effectifs étant réduits, chaque personne représente une part importante du calcul. Donc, par exemple, si votre comité de direction est composé de 4 personnes, chaque personne représente 25%. Il est donc normal que le pourcentage évolue rapidement d'une année sur l'autre. Conseil pratique, vérifiez simplement que le total représente bien 100%. Ne cherchez pas à équilibrer artificiellement les chiffres. L'objectif est de refléter fidèlement la composition de votre équipe dirigeante. Merci beaucoup pour votre temps. Nous venons du coup de parcourir les principales questions relatives à la gouvernance. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Émile Zedine qui va vous présenter les questions relatives aux droits humains, aux droits du travail et à l'environnement. Comme vous allez le voir, la logique reste la même. Comprendre ce qui est attendu, adapter vos réponses à la réalité de votre entreprise et éviter les erreurs fréquentes. Émile, on vous passe la parole. Merci beaucoup, Nomilé. Donc, comme Nomilé l'a dit, on va désormais rentrer dans la section droits humains et travail en passant à la prochaine question. Alors, cette première question est très importante. En fait, on va vous demander les sujets matériels. Un sujet matériel, c'est un sujet qui est important ou significativement important. Parce que votre entreprise a un impact majeur, important sur cette thématique, et via ses salariés, via les travailleurs de la chaîne de valeur, via vos clients ou via d'autres parties prenantes. Donc ici, il ne s'agit évidemment pas de cocher tous les sujets possibles présentés, mais d'identifier ceux qui sont vraiment pertinents, significativement importants pour votre entreprise. Donc le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de passer, lorsque vous êtes dans une PME par exemple, par une évaluation qui peut être plus ou moins formelle. Ça peut être des discussions avec vos collaborateurs, avec la direction, des échanges avec d'autres départements de l'entreprise. Une évaluation des incidents passés pour voir sur quelle thématique du développement durable ces incidents ont eu lieu ou des retours de salariés par exemple. Encore une fois, l'important ici, c'est vraiment de savoir expliquer pourquoi certains sujets sont retenus comme prioritaires. La question HRL1.1, l'idée ici est de compléter la première question. Et en fait, cette question vous demande d'aller au-delà du socle minimum de reporting demandé dans la COP, que sont les sujets en lien avec la liberté d'association, du travail des enfants, du travail forcé, de la lutte contre la discrimination, de la santé-sécurité et des traitements égaux entre hommes et femmes. Donc ici,
vous avez la possibilité d'identifier d'autres sujets qui comptent pour vous, particulièrement au regard de votre activité ou de votre périmètre. Et donc ici, la recommandation qu'on pourrait vous donner est bien de proportionner vos réponses. Quelques sujets pertinents valent mieux qu'une liste très générale. Si on passe à la slide suivante, hop, merci Namélé. Donc ici, on va vous demander une question sur la politique d'engagement. D'abord, un point de définition. Une politique, c'est un document formalisé qui indique les engagements et les attentes de l'entreprise sur un sujet déterminé. Donc idéalement, cette politique, ce document doit couvrir des engagements liés aux thématiques clés de respect du droit du travail, de non-discrimination, de santé-sécurité, de dialogue social, etc. Et concerner à la fois vos activités au sein de votre entreprise, mais également les relations que vous entretenez avec votre chaîne de valeur. Donc une politique, ça n'est pas seulement une déclaration, mais ça doit être réellement adossé aux dirigeants. Il doit en fait la signer, la reconnaître. C'est une politique, donc un document qui doit être connu, accessible sur votre site internet. Pourquoi pas également envoyé par mail à vos parties prenantes, et également, et c'est un point primordial, appliqué et cascadé dans vos actions quotidiennes et dans vos pratiques d'entreprise. Si on passe à la question à droite, donc sur la liberté d'association et de négociation collective, c'est une question qui pose parfois problème aux répondants de la COP en France, parce que ce sujet et ces sujets de la liberté syndicale et de la négociation collective sont très encadrés par le Code du travail français. Euh, on a voilà, une obligation de CSE dans les entreprises à partir de certains seuils. Il y a un dialogue social qui est aussi assez nourri en France. Mais réellement, l'enjeu ici est de démontrer que votre entreprise peut permettre à vos salariés de s'exprimer sans crainte. C'est l'enjeu principal qui est attendu ici. Et cela peut passer par des actions assez pragmatiques dans des entreprises, même qui ne disposent pas, même pour celles qui ne disposent pas de CSE, que ce soit des réunions d'équipe régulières, un canal de discussion qui existe en interne, une boîte à idées, des entretiens RH structurés, etc. Voilà, c'est une question qui est également pertinente pour des très petites entreprises. Si on passe à la slide suivante, merci Noémie. Donc ici, on parle de recours en cas d'impact négatif en matière de droits humains ou de droit du travail. C'est aussi une question qui peut paraître un peu difficile pour des petites entreprises, mais on va définir les termes. Donc, d'abord, un recours, c'est une solution, une action qui va être mise en place par l'entreprise lorsqu'un dommage a été causé ou aggravé par l'entreprise. Donc ça peut être une réparation ou, par exemple, l'amélioration d'une procédure à titre d'illustration. Donc, on peut prendre le cas de PME qui ont identifié des accidents. Donc, en matière de droits de l'homme ou de travail, ça peut être une situation de discrimination ou de mauvaises conditions de travail. Donc, une fois que l'entreprise a identifié cet impact négatif, elle va mettre en place des actions pour le corriger. Ici, l'enjeu, c'est vraiment de montrer que l'entreprise ne se limite pas à constater le problème, mais qu'elle le résout. Sur la question suivante, donc sur l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes, vous avez la méthodologie de calcul qui est indiquée en dessous de la question dans le questionnaire COP. Donc l'objectif voilà, est de comparer les rémunérations entre les deux genres. La méthode est expliquée, mais l'enjeu ici, on en a tout à fait conscience, peut être délicat dans certaines entreprises, notamment de petite taille, ou dans certains secteurs d'activité où l'un des deux genres est surreprésenté. Ça, on en a tout à fait conscience, et donc on ne va pas directement attendre de vous la parité pleine et parfaite dès la première année de réponse à la COP, mais voilà, d'avoir un constat, de poser les bases et d'avoir un chiffre sur lequel ensuite progresser. On va désormais passer à la section environnement avec une question sur les mesures de prévention ou d'atténuation des risques environnementaux. Donc là, l'enjeu et l'importance de cette question, c'est d'identifier quelles actions l'entreprise met concrètement en place pour réduire ses impacts environnementaux. Vous avez donc plusieurs exemples et plusieurs possibilités de réponses qui s'affichent sur cette question, euh, que ce soit des formations ou des actions qui vont impliquer d'autres maillons de votre chaîne de valeur, notamment pourquoi pas via des achats responsables. Donc ici, l'idée est vraiment de relier chaque mesure à un risque ou un sujet identifié en matière d'énergie, de climat, d'eau, de pollution, de déchets ou de biodiversité. Sur la question E4, donc on reparle de recours, comme sur la thématique droits humains et travail. Donc, un recours, pour rappel, c'est une action qui est mise en place pour remédier à un impact qui a été identifié. En matière d'environnement, ça peut être une dépollution, une remise en bon état écologique ou toute autre action qui peut éviter à ce qu'un impact négatif se reproduise. Encore une fois, l'idée ici est de bien faire comprendre que votre entreprise a identifié un impact et qu'elle met en place des actions pour le corriger.
Sur la question E5, l'enjeu ici est d'indiquer vos émissions de scope 1 et 2. Donc, si vous avez déjà réalisé votre bilan de gaz à effet de serre, c'est une donnée dont vous disposez, avec une petite nuance ici. La méthodologie privilégiée, c'est le GHG protocole, qui distingue donc deux approches, location-based et market-based. Si vous vous êtes fait aider par un prestataire de service pour réaliser votre bilan de gaz à effet de serre, il pourra tout à fait vous renseigner sur l'approche qui a été retenue. Donc voilà, si vous n'avez pas encore réalisé votre bilan de gaz à effet de serre, ça peut être une bonne première action à réaliser dans l'année à venir, par exemple, avec des dispositifs qui existent. N'hésitez pas à nous contacter. Sur la question 6.1, l'enjeu ici est de préciser vos émissions de gaz à effet de serre de scope 3. Donc ce sont toutes les autres émissions indirectes de la chaîne de valeur liées aux achats, au transport, au déplacement, aux déchets, à l'utilisation et à la fin de vie des produits vendus, aux investissements également. Donc encore une fois, on est reparti des catégories du GHG protocole. Il y en a plusieurs, une quinzaine. Donc l'idée est ici d'indiquer quelles catégories ont été évaluées par votre entreprise. Donc voilà, encore une fois, si vous vous êtes fait accompagner, n'hésitez pas à aller poser la question à votre prestataire de service qui pourra sans aucun doute vous renseigner. Sur la question E12, donc on parle ici de prélèvement et de consommation d'eau. On voulait faire un petit rappel et une petite distinction entre les deux concepts qui peuvent voilà, parfois poser quelques problèmes pour des petites entreprises. Le prélèvement d'eau, ça correspond à l'eau que l'entreprise retire d'une source, que ce soit le réseau public, de l'eau de surface ou de l'eau de pluie stockée par exemple. Et la consommation d'eau, ça correspond à la part de cette eau qui n'est pas restituée au milieu. Par exemple, lorsque l'eau est intégrée à un produit, évaporé ou perdu. Donc, pour les PME, il y a pas mal comment dire, de documents qui peuvent vous être utiles, que ce soit des factures d'eau, des compteurs, des relevés de sites, etc. Sur la question E14, on parle de plan d'action pour la nature. Donc un plan d'action, je pense que vous le savez, c'est un ensemble de mesures structurées avec des objectifs, des indicateurs, un suivi, des ressources, etc. Donc ici, on parle de toutes les actions mises en place pour réduire les impacts sur la biodiversité, sur les sols, sur les milieux naturels et plus globalement sur les écosystèmes. Et donc ce plan d'action peut couvrir soit vos propres sites de production, soit également d'autres relations que vous entretenez avec votre chaîne d'approvisionnement via vos fournisseurs, par exemple. Et je pense que c'est tout pour cette partie. Merci, Dominique. Super. Super, merci beaucoup, Émile. Et nous terminons cette session avec les questions relatives à la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption constitue le 10e principe du pacte mondial. C'est donc un pilier essentiel de la communication sur le progrès. Donc, sur la première question que l'on va voir à AC1, cette question permet de comprendre comment votre entreprise prévient les risques de corruption et plus largement, elle promeut une culture d'intégrité. Le pacte ne cherche pas uniquement à savoir si vous disposez d'un code de conduite, il souhaite comprendre si votre entreprise a progressivement mis en place les principaux éléments d'un programme de conformité, engagement de la direction, procédure, sensibilisation, évaluation des risques, contrôle ou encore des dispositifs d'alerte. Même lorsqu'elle n'est pas soumise aux obligations de la loi Sapin 2, une PME peut déjà disposer de nombreuses mesures. Comme on a dit, le code de conduite, des clauses anticorruption dans les contrats, vérification de certains prestataires ou partenaires et sensibilisation des collaborateurs, voire même un dispositif permettant de signaler des comportements inappropriés. L'objectif est de démontrer une démarche structurée, adaptée à votre activité. Donc, un petit conseil, ne répondez pas uniquement non parce que votre entreprise n'est pas soumise à la loi Sapin 2. Le pacte s'intéresse aux mesures effectivement mises en place, quelle que soit la taille de votre entreprise. Sur la question AC3 qui porte sur l'action collective, on voit que cette question est importante parce que la corruption est un risque systémique qui ne peut pas être traité, qui ne peut être traité uniquement par une entreprise de façon isolée. Cette question permet donc d'identifier dans quelle mesure votre entreprise contribue à des initiatives d'action collective en faveur de l'intégrité. Les actions collectives, c'est aussi défini dans le guidebook, c'est tout ce qui intègre notamment le gouvernement, des associations, des acteurs de la société civile, les entreprises qui collectivement travaillent à un objectif commun.
Donc, ce qu'attend le pacte mondial, c'est de savoir si votre entreprise participe à des actions, voilà, comme je disais, menées avec ces acteurs-là, que ce soit des initiatives sectorielles, la formation collective ou partage de bonnes pratiques. Beaucoup de PME participent déjà à des actions collectives sans forcément en avoir conscience. Par exemple, assister au groupe de travail du pacte mondial, à un webinaire ou contribuer à une initiative sectorielle sont déjà des formes d'action collective. Donc, un conseil pratique, l'action collective ne signifie pas forcément créer un nouveau projet. L'important est de montrer que votre entreprise contribue avec d'autres organisations à faire progresser les pratiques d'intégrité. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette session. Si vous deviez retenir trois messages, ce seraient les suivants. Le premier message, la communication sur le progrès est avant tout un exercice de transparence et d'amélioration continue. Il n'est pas attendu que toutes les entreprises soient au même niveau de maturité. Deuxième message, adaptez toujours vos réponses à la réalité de votre entreprise. Le pacte mondial applique un principe de proportionnalité. Une PME ou une ETI n'est pas évaluée selon les mêmes moyens qu'un grand compte. Et enfin, troisième message, n'hésitez pas à vous appuyer sur les nombreuses ressources mises à votre disposition, le guidebook, les modèles de préparation PDF ou Excel, la FAQ, ainsi que notre équipe qui reste disponible pour vous accompagner tout au long de votre préparation. Nous vous remercions pour votre engagement au sein du Pacte mondial et vous souhaitons une excellente préparation de votre communication sur le progrès. À très bientôt et merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée à tous.